numérique et nous travaillons sur ces sujets en collaboration avec le cabinet KuppingerCole, notamment sur tous les aspects qui sont liés à l'identité et à la sécurité de l'information. Dans la première partie de cette présentation, nous ferons le point sur la nature des risques créés par les pratiques issues de la transformation digitale et sur les réponses que nous voyons apparaître, notamment autour de la prise en compte de la sécurité dans la gestion des API. Vous trouverez aussi ces notions dans un livre blanc que nous venons de publier avec Denial, et donc que nous mettrons en ligne dans les jours qui viennent. À partir de demain, on vous enverra un lien à ce sujet. Dans la seconde partie de cette présentation, Stéphane de Saint-Albin de Denial parlera de leurs approches par rapport et de leurs solutions sur ces nouveaux sujets. Juste quelques mots à propos de CXP Group. Donc, nous sommes un cabinet indépendant d'analyse et de conseil en technologie, généraliste, c'est-à-dire que nous traitons pas seulement les problématiques de sécurité de l'information, mais toutes les problématiques métiers, ce qui nous donne une vue horizontale sur tous ces sujets et surtout très, très opérationnelle à travers de la recherche que nous publions, du conseil et des événements. Vous voyez ici les pratiques, les practices, comme on dit en français, que nous avons. Et donc, nous traitons tous ces sujets de manière récurrente. Alors, on ne va pas refaire aujourd'hui l'histoire de la transformation digitale, mais si vous demandez aujourd'hui votre direction de décrire la transformation digitale, il y a de fortes chances que ça ressemble à ça. C'est-à-dire, d'un côté, on a une très forte pression du business qui a de plus en plus de mal à anticiper les comportements et les besoins des consommateurs ou des clients, j'allais dire de manière générale. Et donc, il est rentré dans un mode où il faut tester en permanence les nouvelles propositions et dans un marché qui est en général quand même assez volatile. Puis de l'autre côté, vous avez, j'allais dire du point de vue de l'IT, des utilisateurs qui accèdent à des applications et aux données à travers de moyens multiples, des méthodes qu'on ne peut pas leur imposer, c'est-à-dire avec un niveau de sécurité minimale. Ce qui veut dire une très grande difficulté à être certain que les utilisateurs qui consomment les apps sont bien ceux qu'ils prétendent être et qui les utilisent à bon escient. Puis aussi une très grande complexité, une difficulté à comprendre quel est le contexte d'utilisation de ces utilisateurs. Est-ce qu'ils sont à la maison, est-ce qu'ils sont au travail, voilà, quel est le contexte? C'est bien de plus en plus difficile à évaluer, voire impossible. Puis par ailleurs, de plus en plus, ces utilisateurs ne sont même plus des personnes, mais des machines ou des processus. Donc on a une multiplication exponentielle des accès. De plus en plus d'applications qui sont en mode cloud, donc qui tournent en dehors du périmètre de l'entreprise. Des applications qui fonctionnent en mode de service, en mode Lego, qui se chaînent à travers les API, avec des effets de bord qui, là aussi, sont assez imprévisibles. Et puis, des méthodes et des environnements de développement qui essayent de s'adapter au mieux à ces conditions, avec derrière l'idée que ce serait quand même plus pratique si on pouvait déployer une nouvelle fonctionnalité qu'on développe au fil de l'eau, sur des infrastructures, bien entendu, ad hoc, virtuelles, etc., etc. Et puis, en face de tout ça, des environnements réglementés, des autorités réglementaires qui commencent à s'inquiéter furieusement des conséquences de cette créativité technologique débridée. Donc, pour un CXO, comme on dit en termes de risque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un brouillard d'utilisateurs qui accèdent à des bouts d'applications développés à toute vitesse, en général assez peu testés, par des micro-équipes qui fonctionnent en isolation, sur des infrastructures hétérogènes, et dans un contexte de business hautement agressif et de plus en plus régulé. Bien loin de l'idéal que vous voyez à l'écran. On voit bien dans cet environnement que le maillon faible, c'est l'utilisateur. C'est sur lui que se concentrent les attaques parce que c'est lui le maillon faible de la chaîne. L'usurpation d'identité ou l'utilisation illégitime des droits, c'est le principal problème de la sécurité de nos jours. Donc, ce que vous voyez là, qui sont des données publiques, hein, c'est les données de l'étude annuelle Verizon qui vient de sortir sur la cybercriminalité. Nous dit quoi? Elle nous dit que si on regarde la typologie des attaques et le nombre d'incidents générés, hein, l'intensité, ce que vous voyez à droite, l'essentiel du problème vient de la vulnérabilité des applications web et de la mauvaise utilisation des droits privilégiés, sachant qu'une bonne partie des dommages est le fait d'utilisation interne. Donc, c'est pas seulement l'authentification, c'est aussi les droits et le privilège et l'utilisation de ces droits. Or, plus les applications sont disponibles sous forme de services via les API, plus les problématiques d'identification, d'authentification et d'autorisation deviennent cruciales, parce qu'avec les API, vous avez désormais une relation indissociable entre les données et l'identité
et cela à travers toutes les couches de l'IT. Maintenant, si on regarde les principales attaques applicatives, telles qu'elles sont repérées par OWASP, finalement, 40% d'entre elles concernent directement des problématiques d'identité qui pourraient être évitées si les API implémentaient des méthodes d'authentification renforcées et utilisaient les standards de fédération d'identité et d'autorisation pour valider et propager les droits des utilisateurs et gérer proprement les échanges. Les autres attaques, elles exploitent majoritairement des API qui n'ont pas été suffisamment testées ou dont les vulnérabilités n'ont pas été détectées ou patchées à temps. Et ça reflète un peu une vision du monde d'avant, si vous voulez. Dans le modèle classique de sécurité, vous avez fondamentalement deux mondes qui s'ignorent. D'un côté, des protections par couche, c'est-à-dire qu'à chaque couche, vous allez avoir des protections qui ont été pensées pour cette couche, des antivirus, etc., mais qui ne se préoccupent pas de l'utilisateur à travers sa déambulation, et d'autre part, des couches qui ne se parlent finalement pas trop les unes avec les autres. Puis d'autre côté, vous avez l'IAM qui, lui, se préoccupe de l'utilisateur, mais qui ne se préoccupe pas trop des données. Donc, on a ces deux systèmes qui, finalement, fonctionnent en parallèle, mais pas forcément de manière liée. Et c'est bien ce qui pose le problème dans le monde des API. C'est-à-dire que, finalement, en termes de sécurité et de développement, les API ne sont pas très différentes des applications classiques. C'est pas parce qu'on est dans un mode de développement accéléré et de déploiement continu qu'on doit s'affranchir des bonnes pratiques. J'allais dire, c'est même encore plus important puisque des applications qui finissent par survivre, et on sait bien que plus on en fait, plus des applications qui n'avaient pas été pensées pour durer finissent par durer, et elles finissent par constituer une sorte de legacy de briques de mauvaise qualité qui ruine la confiance dans le système à terme. D'où l'importance dans le DevOps de pouvoir évaluer en permanence la qualité des briques qu'on utilise, et c'est notamment ce dont parlera Stéphane dans la deuxième partie de cette présentation. Un autre élément qui rend la sécurisation des API particulièrement difficile dans un environnement existant, c'est que vous avez des SI qui vivent sur des dimensions temporelles différentes, avec des rythmes différents. Vous pouvez avoir des applications ou des bases extrêmement matures et critiques, qui tournent par exemple sur des SI, des mainframes ou des sites prod, j'allais dire extrêmement stables et lourds. Et en même temps, vous allez avoir des nouveaux services sur plus donc client fronting, comme on dit en français, et qui ont besoin d'être extrêmement agiles. Bon, là, vous le voyez, c'est le cas dans la banque, qui est particulièrement exposée à ça du fait des environnements de dérégulation actuellement et de la nécessité d'ouvrir finalement pour les banques leur cœur de système à des nouveaux acteurs qui débarquent à travers ce qu'on appelle le PSD2, ce genre de choses. Mais ça concerne pas que les banques. Je discutais récemment, par exemple, avec les gens de Solocal dans le domaine de l'information marketing. Ils ont des grosses difficultés à ouvrir leur cœur de système CRM avec des modèles de données qui sont très très stables, qui ne changent pas comme ça, etc., etc. Donc en fait, on est dans des situations dans lesquelles, pour pouvoir serviciser entre guillemets l'IT, pour pouvoir le rendre plus agile, notre recommandation, ça va être donc d'apaiser, excusez-nous pour ce néologisme, le SI applicatif sous forme de tranches concentriques, et j'allais dire en respectant les caractéristiques physiologiques fondamentales de chaque couche. La stabilité dans le cœur de système, l'agilité dans le système plus périmétrique, et puis si vous êtes dans l'IT qui est face au client, c'est vraiment l'agilité totale qui est liée aux méthodes d'accès et aux moyens d'accès qui changent tout le temps. Mais le message derrière tout ça, c'est que tout le monde n'a pas besoin d'avancer sur le même braquet. Et pour reprendre des images plus bucoliques, chacun son prêt et ses vaches seront bien gardées. En revanche, les accès d'un champ à l'autre, eux, doivent être pensés de manière sécurisée en fonction de la finalité applicative. Donc, vous avez finalement 3 types d'IT et 2 couches de protection, ce qui veut dire que les API que vous allez disposer entre vos couches, elles doivent être bifaces, c'est-à-dire d'un côté, elles doivent protéger le SI des intrusions qui viennent de l'extérieur. Ça, c'est le côté pile. Et le côté face, elles doivent pouvoir tenir la charge et assurer la scalabilité et la traçabilité. Et plus on va vers la membrane à l'extérieur, plus elles devront, bien sûr, supporter la complexité de l'environnement extérieur. Donc, lorsqu'on parle de sécurité des API, ça implique, mais notamment, c'est pas exclusif, de supporter un large spectre d'identité, de protocoles d'authentification, de tokens, etc. Donc, vraiment sur des standards.
et il y en a un certain nombre, hein, de permettre des contrôles d'accès dynamiques qui vont au-delà des rôles statiques, de sécuriser les interfaces contre les attaques, de prévenir des fuites d'informations sensibles, d'assurer une traçabilité réglementaire. Donc tout ça, en fait. Alors, si on revient sur le contexte du DevOps, qui est aussi un peu le thème de ce webinaire, les objectifs du DevOps, c'est à la fois de fluidifier le processus informatique, hein, en liant le développement dans un processus virtuellement, idéalement continu entre le développement et le déploiement et les opérations, mais aussi du point de vue des métiers, de délivrer des produits qu'on pourrait dire juste assez bons au business. C'est-à-dire, ce que veut le business, lui, c'est avoir un minimum de fonctionnalités qu'il puisse tester pour les nouveaux les early adopters, les nouveaux utilisateurs, pour pouvoir fonctionner de manière incrémentale. Et on voit bien que ça pose des questions qui sont assez fondamentales par rapport à la sécurité et à la stratégie IT, c'est-à-dire que à terme, dans un contexte aussi compliqué, il n'y aura pas d'autre solution que d'aboutir à une pratique où les composants logiciels intègrent la sécurité dès la conception sur la base d'analyse de risque. Hein. L'analyse de risque, c'est vraiment un élément crucial de ce point de vue-là, et des impacts possibles. Et ça, c'est clairement ce à quoi la réglementation pousse. Et notamment, si vous prenez le RGPD, hein, le règlement sur la protection des données personnelles, où le respect des principes implique vraiment de repenser les processus. Par exemple, si vous prenez la prise de consentement, elle implique non seulement d'avoir construit la manière dont on va prendre les consentements dans l'expérience client, donc dans le device de l'utilisateur, dans son interface utilisateur, mais aussi d'être capable de gérer le cycle de vie des tickets de consentement et de prendre en compte le fait que vous devez redemander le consentement de l'utilisateur en cas de changement de l'intentionnalité du traitement. Donc, de faire des allers-retours sans arrêt entre l'application et l'utilisateur, entre la donnée même et l'utilisateur. Et donc ça veut dire que vous allez devoir incorporer les mécanismes de gestion des accès et des autorisations dès la conception de l'application. Et d'où l'importance de standards d'authentification et d'autorisation comme OAuth2, OpenID Connect, ou des standards émergents qui traitent justement de ces sujets comme UMA, User Managed Interface, qui est aussi finalement une déclinaison de Kantara et qui essaie de spécifier de manière standardisée ces problématiques-là pour simplifier le développement et l'implémentation de la réglementation et de la sécurité impliquée par la réglementation dans le développement des applications. La protection des données, elle veut dire que vous allez devoir gérer les droits des utilisateurs au niveau de la donnée elle-même. À qui a le droit de voir la donnée, dans quel contexte, comment est-ce que les clés d'entrée-de-nom vont être gérées, etc., etc. Et tout ça se fait finalement sur la base d'une approche par risque, qui est vraiment même le cœur de la réglementation elle-même, à travers ce qu'on appelle les Privacy Impact Assessment notamment, mais dont le bénéfice va être de pouvoir finalement aligner les objectifs business avec les objectifs IT sous forme de KPI ou sous forme de ce qu'on appelle les KRI, c'est-à-dire Key Risk Indicators. Donc ça veut dire qu'il faut penser une architecture de sécurité des API pour pouvoir répondre à ces challenges qui finalement va être connecté d'un côté au service de l'entreprise, services généraux de sécurité de l'entreprise, notamment les annuaires, mais qui va intégrer les fonctions de sécurité en s'appuyant sur les standards, en plus du firewall applicatif de nouvelle génération dont on parlera Denial. C'est vraiment cette architecture de sécurité des API qu'on voit se mettre en place de plus en plus, basée sur des standards et permettant de délivrer une sécurité ou une compréhension du contexte, une réactivité dynamique au niveau de l'API elle-même. En termes d'architecture, la question, ça va être bien sûr de se dire est-ce qu'il faut finalement concentrer ces briques et centraliser ces fonctions ou pas. C'est clairement toujours la même logique. Hein. C'est-à-dire que si on concentre, si on centralise, on va avoir beaucoup d'économies d'échelle en matière de gestion, de contrôle et de simplicité, ce qui n'est pas anodin dans la mesure où on voit bien la prolifération des API et la pression finalement qui se met autour de la multiplicité de ces environnements. La partie négative, c'est bien entendu le risque qu'il y a à tout centraliser, c'est-à-dire qu'on offre finalement une surface d'attaque qui est beaucoup plus grande. Et puis, c'est pas toujours possible parce qu'il y a un historique qui est là. Donc, la question, c'est vraiment de voir où est-ce qu'on peut centraliser ou pas, et surtout comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur des services centralisés. Alors nous, chez CXP Group et Coopinger Call,
On regarde, on a publié un certain nombre de choses. Là, donc vous voyez les références qui sont là. Encore une fois, ce sera disponible sur le replay de ce webinaire, de cette application. Mais on regarde 8 grands domaines fonctionnels en ce qui concerne la sécurité des API. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun de ça. Et encore une fois, ce sera disponible sur le site, mais pour dire qu'on regarde ça quand même de manière extrêmement détaillée. En conclusion, et avant de passer la parole à Stéphane de Saint-Albin, ce qu'on voit, c'est que l'intégration de la sécurité dans les processus de développement agile des opérations, en fait, ça fait vraiment partie de la démarche de qualité et d'amélioration continue. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Ce qui veut dire que sur le plan de la gouvernance, ça ne marchera pas s'il n'y a pas une application très forte du management. Et donc, nous, on pense vraiment que les KRI, les Key Risk Indicators et les KPI sont le moyen de lier finalement les intérêts de chacun de ces groupes. Tous les aspects de formation aussi très importants, puisque c'est une culture privacy by design, security by design, c'est vraiment une culture intégrée dans les bonnes pratiques du développement. Sur le plan technique, ça veut dire qu'il va falloir implémenter une infrastructure de sécurité applicative, comme ce qu'on vient de voir aujourd'hui, autour de la gestion des API, de reprendre les pratiques et les politiques de sécurité dans un repository, de pouvoir réutiliser sa boîte à outils de sécurité et d'avoir les bons outils de la décision, et puis d'implémenter le test à tous les niveaux de la couche applicative, avec toutes les catégories de textes aussi, régression, pénétration et de vulnérabilité aussi très important, puisqu'on est dans un environnement où il faut tester en permanence les briques avec lesquelles on travaille. Et puis au niveau des opérations, ça veut dire aussi de mettre en place des solutions avancées d'analyse de la vulnérabilité et des menaces, de se connecter de s'intégrer avec le SOC pour vraiment détecter les signaux faibles, et puis d'orchestrer, et là on touche vraiment à la gouvernance aussi, des mécanismes préconçus, on va dire, de réactivité, puisque on touche là à tous les autres secteurs de l'entreprise, et d'autre part, il va falloir, en fonction des obligations réglementaires notamment, on a des obligations de notification par exemple, qui obligent de devoir réagir extrêmement vite sous peine de grosses pénalités en connexion avec d'autres services. Donc voilà pour ce qui nous concerne. Je vais maintenant passer la parole à Stéphane de Saint-Albin, qui va rentrer un peu plus dans le détail sur des problématiques, d'implémentation de ce point de vue-là. Stéphane. Merci Laurent. Bonjour à tous. Cette base, je m'occupe du marketing et du business développement de Dinaïol, une société française qui a plus de 15 ans d'existence et qui fait désormais partie du groupe Rodo Benchmark Cyber Security dont je vous parlerai dans un instant. D'abord quelques mots sur Dinaïol si vous ne nous connaissez pas. Une société qui est spécialisée depuis un peu plus de 15 ans, même depuis plus longtemps que ça, puisque le projet au départ a commencé au sein d'une grande banque française pour sécuriser leurs opérations de banque en ligne. Et c'est devenu une société autonome en 2001 et on est aujourd'hui le leader européen sur la sécurité applicative, c'est-à-dire qu'on a réussi notre développement commercial en Europe, en Allemagne en particulier, en Suisse, en Luxembourg, dans les pays adjacents, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, avec donc plus de 600 clients dans une trentaine de pays. J'ai mis ici quelques logos pour que vous puissiez reconnaître éventuellement certaines de vos sociétés ou de vos organisations. La société donc fait partie désormais de la société Rodo Benchmark Cyber Security, qui est une entreprise allemande, une entreprise familiale, et qui a l'ambition de devenir le leader européen de la sécurité, de la cybersécurité. Mais j'y reviendrai dans un instant. On a parlé tout à l'heure d'architecture modulaire, de capacité à mettre en place une infrastructure qui permettra de résoudre, de gérer l'ensemble des problèmes. Alors, Dinaïol apporte sa contribution avec trois moteurs ou trois composants dont on va parler un petit peu ce matin. Le premier, c'est la gestion des vulnérabilités. C'est un outil qui permet d'identifier d'abord les actifs qui sont présents dans le système d'information, de détecter pour chacun de ces actifs
les moyens qui existent, les failles qui existent et qui sont exploitables par les attaquants, et ensuite de résorber la vulnérabilité, donc en réduisant, si possible, la surface d'attaque, c'est-à-dire en modifiant la configuration des différents assets, des différents actifs, là où ils sont vulnérables, en les mettant à jour, voire en faisant ce qu'on appelle du patching virtuel, et j'y reviendrai dans un instant. La deuxième brique très importante, c'est le pare-feu applicatif, qui permet, donc le but principal est en mode de protection, de bloquer les attaques, qui ne manquent pas de cibler les API, les web services et les applications web en général, y compris dans leurs composantes automatisées, c'est-à-dire, on parle de plus en plus, lorsqu'on parle d'API, d'échanges qui ont lieu de machine à machine et qui utilisent des protocoles de l'Internet qui sont, on sait, n'ont pas été conçus avec la sécurité en tête, mais qui sont néanmoins très utilisés. Et avec une capacité importante d'évaluer dans la durée la réputation des utilisateurs, que ce soit des machines ou des humains qui se connectent à ces applications, la capacité d'évaluer le comportement dans un contexte qui évolue est devenue une capacité importante de ce genre de choses. La troisième composante, c'est la connexion, c'est le lien avec l'identité, la gestion des identités. Donc, c'est la même, une extension de la plateforme qui permet de gérer l'authentification aux différentes applications web pour simplifier d'une part les choses du point de vue des opérations, parce qu'on va se substituer, cette couche va se substituer en fait aux méthodes d'authentification des applications en créant une sorte de service partagé d'authentification qui assure la conformité de l'authentification à la politique qui a été définie, et puis aussi, c'est le pendant très important, qui simplifie les choses pour les utilisateurs. On sait que la sécurité, lorsqu'elle est contraignante, eh bien, elle est contournée. Et donc, cette capacité à simplifier avec ce qu'on appelle le single sign-on, c'est très important. Et le pendant de ça, c'est qu'on va pouvoir adapter la méthode d'authentification au contexte utilisateur. Pour ne pas, encore une fois, pour ne pas lui compliquer la tâche, on va utiliser des méthodes simples lorsqu'on est dans un contexte où on a confiance à la fois dans l'utilisateur, dans son réseau, dans le device qu'il utilise. Et puis, lorsqu'il est dans un contexte un petit peu différent, moins sûr, on va pouvoir utiliser des méthodes d'authentification qui augmentent le niveau de confiance en fait, dans la connexion de l'utilisateur. Et la dernière partie, c'est comme tout produit de sécurité, il faut les manager, il faut les déployer. Et puis aussi, il faut pouvoir automatiser, ça c'est un point très important, la réponse, parce qu'on ne peut pas avoir dans un système scalable, moderne, multiforme et multi-point de contact, un administrateur sécurité derrière chacun des utilisateurs ou derrière chacune des applications. Et donc, il est important que ces systèmes soient automatisés, et j'y reviendrai dans un instant lorsqu'on parlera de DevOps. Voilà, donc ça, c'est les briques fondamentales que Denial apporte pour la résolution, pour la mise en place de cette infrastructure dont on parlait. Je vais vous parler juste brièvement de l'offre de Rohde & Schwarz Cybersecurity, qui intègre désormais, comme vous pouvez le voir à droite, les outils de Denial, mais qui offre donc un point de vue plus global avec des technologies complémentaires qui vont permettre à Rohde & Schwarz Cybersecurity de se positionner comme un acteur de confiance pour les entreprises qui souhaitent je dirais, déployer une architecture globale en s'appuyant sur des technologies qui évitent les connexions un petit peu consanguines avec certains États qui ont fait la preuve de leur capacité à laisser des backdoors et autres technologies permettant de nous espionner à notre insu, donc avec des technologies qui permettent de sécuriser le device, les communications, les réseaux, et avec tout ça s'inscrit dans une démarche où on peut déployer toutes ces technologies et les gérer de manière sécurisée. Alors, on a parlé DevOps tout à l'heure avec Laurent. Ce qui nous semble très important, c'est d'enregistrer, d'intégrer le fait que DevOps sans sécurité est un peu un exercice dangereux. C'est-à-dire qu'on prend le risque que les efforts qui vont être mis en œuvre pour faciliter l'agilité, pour faciliter l'interaction
je dirais, très fréquente avec l'utilisateur, avec le consommateur, expose en fait l'entreprise à des risques importants s'il n'y a pas une prise en compte dès les premières phases de la conception des notions de sécurité. Donc le passage à DevSecOps, pour nous, ça représente le challenge principal des équipes qui investissent dans l'agilité. Donc là, les méthodes, les recettes, elles sont connues. Hein. Il faut intégrer, il faut former les développeurs à la sécurité. C'est pas nouveau, mais c'est un effort c'est pas suffisant, mais c'est un effort qu'il faut poursuivre. Je pense qu'il est important aussi d'inviter les équipes sécurité qui sont présentes dans vos organisations à participer aux méthodes agiles, aux équipes qui se créent pour accélérer la capacité à créer des applications de manière rapide. Il y a un besoin, dès l'initiation du projet, d'intégrer les notions de sécurité et de privacy by design, de security by design. Beaucoup d'outils gérés qui permettent de développer intègrent des fonctions qu'il faut activer. Elles ne vont pas forcément par défaut. Et enfin, il y a beaucoup d'outils de sécurité, dont je vais lister quelques-uns ici et sur lesquels on va revenir dans un instant, qui permettent aux équipes d'instrumentaliser la sécurité et de faire que la sécurité soit partie intégrante de leur processus et de leur méthode. Alors, c'est peut-être le slide le plus simple et le plus important. Lorsqu'on regarde la chaîne, le cycle de vie du logiciel, on voit souvent des équipes de développement qui travaillent en mode plus ou moins agile et qui adressent à un utilisateur ou des utilisateurs. La première étape qui nous semble indispensable, c'est de réduire la surface d'attaque. Donc, l'analyse du code de l'application, avant même qu'il soit en production, et tout au long du cycle de vie, doit permettre de réduire les vulnérabilités et d'avoir une qualité de production qui s'améliore au fur et à mesure du temps. Même si on est sur des cycles courts de développement très incrémentaux, eh bien, il faut intégrer ce scan du code de l'application dans le process. Ensuite, lorsqu'on passe lorsqu'on se rapproche du mode de déploiement, eh bien, le pare-feu applicatif peut être aussi un outil qui va non seulement, je dirais, empêcher les attaques sur la logique applicative, donc qui elles sont inhérentes, je dirais, aux risques auxquels on fait face, mais aussi qui vont faire face aux tentatives d'exploitation des vulnérabilités. Car même si on intègre dans les méthodes de la formation des développeurs, si on intègre le scan systématique de l'application par un scanner, il restera toujours des vulnérabilités. Il n'y a pas le monde parfait où les applications n'ont aucune vulnérabilité n'existe pas. Je reviendrai tout à l'heure. Et enfin, dernière phase, donc très importante, intégrer la dimension de l'authentification, de l'autorisation des utilisateurs pour qu'on n'ait pas de rupture. C'est-à-dire qu'on soit capable d'intégrer à la fois l'application dans son aspect fonctionnel, mais aussi la façon dont elle va être utilisée et la façon dont les utilisateurs vont user ou abuser des droits qui leur sont confiés. Donc ça, c'est je dirais, l'image globale. Après, lorsqu'on parle de sécurité applicative, il me semble qu'il faut aborder les 6 points suivants, sur lesquels je vais passer rapidement. Le premier point, réduire la surface d'attaque. Vous avez des environnements applicatifs qui sont extrêmement complexes, qui utilisent des architectures très distribuées, avec des diverses technologies. Il n'y a pas juste un besoin de regarder les vulnérabilités au niveau de la couche applicative, donc avec tous les risques d'injection, de cross-site scripting qui existent, qui sont connus, mais aussi au niveau du middleware et de toutes les couches de la stack qui constituent une application, de regarder en fait quels sont les points d'entrée possibles. Cette approche globale de réduction de la surface d'attaque, elle est indispensable et il faut qu'elle soit faite le plus tôt possible dans le cycle de vie logicielle. Le deuxième point, c'est que vos API, vos web services, eh bien, il faut les sécuriser. Si vous ne le faites pas, vous prenez le risque de laisser les fenêtres ouvertes alors que vous avez bien consolidé la porte. Et donc là, dans ce domaine, eh bien, il faut à la fois être capable de bloquer les attaques qui ciblent spécifiquement les protocoles qui sont utilisés par les web services,
mais il faut aussi valider les schémas, il faut être capable d'authentifier les éléments, les acteurs du web service. Il faut, et c'est indispensable, signer les messages, chiffrer les données qui sont échangées au sein d'un web service. Et tout ça, c'est possible dorénavant avec des méthodes qui permettent de gagner du temps en apprenant en fait le trafic, en apprenant l'application au fur et à mesure de son développement. Mais je reviendrai dans un instant. Troisième point, la validation. Il est indispensable d'utiliser, enfin, il est utile et peut-être même indispensable d'utiliser les techniques modernes pour apprendre en fait quelles sont les méthodes qui sont utilisées, quelles sont les techniques, les protocoles qui vont être invoqués pour ces API, et en étant dans un mode bidirectionnel où le développeur, l'équipe DevOps va être capable d'apprendre au système comment l'application est censée fonctionner, mais aussi le système de sécurité, l'infrastructure de sécurité va être capable de donner un feedback aux équipes de développement sur la façon dont l'application reste vulnérable une fois les tests effectués. Quatrième point, la protection contre les attaques man in the middle. Ça reste quand même le point principal. Alors, dans ce domaine, il n'y a pas de magic bullet, mais il faut utiliser le chiffrement, c'est indispensable. Il faut signer des requêtes. Si vous avez une application à base d'API, web service qui ne signe pas les requêtes, qui n'utilise pas le chiffrement, vous prenez un risque énorme. L'authentification et l'autorisation, là aussi, indispensable. Alors, il y a les méthodes simples qui existent depuis longtemps, et puis il y a tout ce qui arrive ou qui se met en place avec les nouvelles méthodes de délégation de fédération, les tokens, qui permettent aujourd'hui de mettre en place des méthodes d'authentification et d'autorisation qui sont adaptées aux différents environnements, cloud, mobile, et adaptées surtout aux différents contextes utilisateurs. Et enfin, donc, alors, toujours dans ce domaine, je voudrais parler juste brièvement de ce qu'on appelle l'authentification adaptative, c'est-à-dire c'est l'idée qu'on va être capable d'ajuster ce que j'évoquais tout à l'heure, la méthode d'authentification au contexte utilisateur. Si vous avez un workflow qui représente la politique de sécurité qui a été mise en place pour faire la distinction entre les utilisateurs qui proviennent, donc qui utilisent des applications mobiles, et ceux qui viennent d'une origine géographique particulière. Ici, on a pris l'exemple du Brésil ou de l'Espagne. Si l'utilisateur n'est pas sur un device mobile et qu'il qui se connecte depuis une adresse qui vient du Brésil ou de l'Espagne, on va utiliser une méthode d'authentification qui est hyper simple et qui ne sera pas intrusive pour lui, puisque ce sera lié à son authentifiant réseau. Par contre, s'il est dans un contexte différent, on pourra utiliser de l'authentification du one-time password ou même utiliser une méthode différente si on souhaite aller vers des choses beaucoup plus fortes. Voilà, l'idée de ce schéma, de ces capacités, si vous voulez, c'est qu'on mélange à la fois la notion d'identité et la notion de protection pour s'adapter de manière automatisée au contexte utilisateur et au niveau de confiance qu'on peut avoir dans l'utilisateur. Et ça, c'est vrai à la fois dans un contexte B2B, à l'intérieur de votre organisation, mais aussi dans un contexte B2C avec des utilisateurs qui ne sont pas forcément, dont vous ne contrôlez pas forcément le contexte applicatif, le contexte personnel. Dernier point indispensable, je crois que tu as évoqué tout à l'heure, Laurent, les attaques en déni de service. Il faut savoir qu'il y a plus de la moitié du trafic web qui est automatisé, qui provient de robots. Alors, certains de ces robots sont inoffensifs, en tout cas ont un but qui est positif, mais ce n'est pas le cas d'une grande majorité d'entre eux qui cherchent en fait à détecter des vulnérabilités, à découvrir vos assets et à préparer en fait une attaque. Et donc là, dans ce domaine, plusieurs méthodes qui sont utiles. La première, celle que je voulais mettre en avant dans ce webinaire très brièvement, c'est la nécessité ou la capacité qui est désormais la vôtre de monitorer, de suivre vos utilisateurs dans la durée et d'évaluer le niveau de confiance que vous pouvez avoir en eux dans le but d'adapter votre réponse en fait
à ce comportement dans la durée. J'y reviendrai peut-être alors si on a l'occasion de poser une question. Alors, deuxième partie, les équipes DevOps qui deviennent DevSecOps, comment est-ce qu'elles peuvent tirer parti des technologies qui sont utilisées par les équipes sécurité et par les équipes infra pour sécuriser leur flux applicatif. 6 points pour voir assez rapidement encore, mais je serai heureux de répondre à des questions si vous en avez. Le premier point, l'automatisation. De plus en plus, ces outils évoluent pour être industrialisables, pour que leur déploiement soit facilité. Donc, des API qui permettent de faciliter les tâches récurrentes, pour que ce soit très très simple. Lorsqu'on crée une nouvelle application, de provisionner les services partagés qui vont gérer la protection des flux, l'autorisation des utilisateurs, l'authentification des utilisateurs, le scan prédictif. Ça peut se faire de manière complètement automatisée dorénavant. Les processus d'apprentissage que j'évoquais tout à l'heure, ils permettent soit à une équipe de développement d'apprendre au système ce qui est safe, le comportement normal de l'application. Donc là, on est dans un environnement où un développeur, une équipe DevOps va apprendre au système ce qui est le comportement normal, nominal de l'application. Mais on peut aussi importer cette information depuis un fichier de type Swagger. Et on va voir que ça permet de faire des allers-retours, puisque dans l'étape suivante, on va réutiliser pour tester le code cette même information et enrichir l'information initiale des résultats du scanner de l'applicatif. C'est-à-dire que le scanner va pouvoir, en détectant des vulnérabilités éventuelles, enrichir la description de l'applicatif et de la façon dont elle fonctionne actuellement, pour que les équipes de développement puissent éventuellement corriger un certain nombre de choses, ou pour qu'elles puissent considérer qu'il y a un certain nombre de comportements qu'elles vont autoriser. Et donc cet aller-retour entre le développeur, entre le scanner et le WAF permet, in fine aussi, d'améliorer la politique de sécurité. Là, on est dans le tuning, mais l'idée est la même, c'est que pendant toute la chaîne de développement, en particulier lorsque je suis en continuous integration et continuous deployment, il y a un échange, une communication qui me permet de m'assurer que mon application, dans son scope fonctionnel actuel, elle n'expose pas des données ou des éléments de l'infrastructure qui peuvent être attaqués par Dernier point, puisqu'on était dans comment ces outils peuvent s'intégrer dans les process DevOps, DevSecOps, la résolution des faux positifs, les faux positifs, c'est l'ennemi de la sécurité. Enfin, en tout cas, pour beaucoup de développeurs, la crainte du faux positif existe. Eh bien, on a simplifié grandement ces choses-là. Ce process qui peut être simplifié par le fait de résoudre en une seule fois, en une seule étape, les différentes alertes qui ont pu être générées par le système, de manière à créer ce qu'on appelle des exceptions qui seront facilement applicables à l'applicatif. Et dernier point, ça va sans dire, mais le monitoring des événements de sécurité permet aux équipes DevOps de s'assurer que dès la phase de déploiement de leurs applications, ils restent dans les clous d'un point de vue performance et d'un point de vue sécurité. Voilà. Donc en conclusion de ma partie, l'évolution vers DevSecOps me paraît indispensable. On a beaucoup trop à perdre, et notamment tous les efforts, tous les investissements qui sont faits par les organisations pour passer dans des méthodes agiles. Si elles exposent des données sensibles, eh bien, on va ruiner en fait ces investissements. Et par ailleurs, il n'y a pas d'incompatibilité fondamentale entre sécurité et agilité pour peu qu'on intègre les bons outils. Les équipes DevOps peuvent profiter de l'automatisation qui est en train de se construire au sein des produits de gestion de la sécurité applicative, on a déjà évoqué. Et puis voilà, je vous laisse avec l'idée que Denial propose une plateforme qui est évolutive, qui intègre à la fois le scan de vulnérabilité, la protection des API
Et l'authentification et le monitoring du comportement des utilisateurs pour pouvoir ajuster et automatiser votre politique de sécurité en fonction de ce comportement. Bien, merci beaucoup Stéphane. Nous allons maintenant prendre quelques questions que vous pouvez poser via votre interface Chatter. En attendant que la première question arrive, je voudrais poser une question à Stéphane, qui est, en fait, classiquement, les WAF demandent toujours pas mal de tuning et de, c'est pas une mise en route immédiate. Comment est-ce que le DevOps peut s'en servir? Comment est-ce que ça fonctionne dans une logique de DevOps? Alors, on a abordé un certain nombre de points qui répondent à cette question. Beaucoup des étapes d'apprentissage de l'application et d'autres que je n'ai pas évoquées qui permettent en fait en quelques clics de déployer un WAF qui va avoir dont la politique de sécurité en fait est conforme ou adaptée à l'applicatif, permettent à une équipe DevOps qui n'est pas forcément experte dans l'administration d'un WAF de protéger leur applicatif en quelques clics. Après, les WAF ont certes des progrès à faire encore, mais il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits ces dernières années. Donc l'idée selon laquelle le WAF est compliqué ou nécessite beaucoup de maintenance est de moins en moins vrai. On a un certain nombre de clients qui ont réussi à complètement automatiser, industrialiser le déploiement et la configuration de WAF devant leurs applicatifs, y compris dans un environnement extrêmement scalable où ils créent des instances du WAF de manière très rapide, de manière très scalable. Donc on peut dire que le WAF maintenant est dans un état de maturité qui permet d'être intégré directement à l'architecture de sécurité automatisée ou... On va dans cette direction-là. Alors, je ne dirais pas que le monde est parfait encore, mais on y va et on a fait de gros progrès ces dernières années. L'industrie a fait de gros progrès, et en particulier chez nous. D'accord. Est-ce qu'on a des questions? Une deuxième question à propos de la réputation, on parlait tout à l'heure. Comment est-ce qu'on arrive à créer ces scores de réputation de l'utilisateur, d'évaluer les comportements, etc. Alors en fait, bon, on utilise différentes méthodes pour suivre les utilisateurs, y compris avant qu'ils s'authentifient à l'application. Là, c'est un peu de la secret sauce, mais donc, je ne peux pas rentrer dans les détails techniques, mais disons que l'idée, c'est qu'on est capable de traquer un utilisateur dans la durée et on va ajuster un système de score en fait, en fonction de son comportement. Donc, si le comportement de l'utilisateur est nominal, s'il ne fait rien de particulièrement douteux ou même dangereux pour l'applicatif, eh bien son score va s'incrémenter au fur et à mesure qu'il utilise l'applicatif. Dès qu'il commence à faire des choses qui changent du comportement habituel ou carrément des choses dangereuses, eh bien on va décrémenter ce score. Et en fonction du niveau du score, les administrateurs peuvent définir en fait un niveau de réponse qui correspond au seuil de tolérance des risques de l'organisation. Donc, je prends un exemple. Je suis connecté depuis les locaux de mon entreprise avec le PC qui m'a été fourni pour mon entreprise à une application SAP qui est plutôt critique. Mon score est normal. Je fais la même chose 5 minutes plus tard depuis un réseau 3G ou Wi-Fi juste en bas. Eh bien, le niveau, l'entreprise pourra décider si cet accès représente un risque ou pas. Et puis, voilà, si en descendant comme ça dans une méthode d'évaluation des contextes qui sont à risque, on peut définir une politique de sécurité qui va être automatisée et qui va faire en sorte que, par exemple, eh bien, la prochaine fois que je me connecterai à un réseau pas sûr ou depuis un poste qui n'appartient pas à l'entreprise, un smartphone ou une tablette, eh bien, j'aurai peut-être un challenge d'authentification qui fera que le système pourra vérifier que c'est bien moi qui essaie de me connecter à cette application. Et on peut aller très loin comme ça, on peut aller jusqu'à instrumenter la façon dont l'application elle-même fonctionne en donnant des accès restreints en fonction du contexte de l'utilisateur. D'accord, donc on est bien dans cette logique où on va chercher à évaluer à travers l'analyse de risque la sensibilité sur l'information sur les contextes. On lui a signé une sorte de rating et derrière voilà. on est bien dans cette démarche.
Peut-être toujours pas de question, donc je vais en profiter. Justement, on parle d'analyse sur l'intérieur de Privacy Impact Assessment à propos de RGPD, donc le règlement sur la protection des données personnelles. De ton point de vue, quel est l'impact du RGPD sur les applications et comment est-ce que tout ça va se jouer, comment est-ce que vous voyez les choses? Alors, c'est un sujet énorme. La réponse à cette question risque d'être un peu longue, mais je dirais en quelques mots, il me semble qu'il va y avoir une nécessaire prise en compte des nouveaux droits, notamment, tu as évoqué tout à l'heure la gestion du consentement, la nécessité de la part des équipes métiers, des équipes DevOps ou pas, une réflexion sur la façon dont l'application a été conçue, la façon dont le consentement est recueilli, donc il est géré, stocké, parce que on sait que dans la RGPD, l'un des droits, c'est le droit de pouvoir retirer son consentement à tout moment, le consentement qui doit être spécifique à une action ou une transaction. Donc ça demande une prise en compte qui va impacter non seulement l'expérience utilisateur, donc la partie frontale des applications, l'user experience, mais aussi la façon dont les données sont stockées dans les bases de données. Donc ça, c'est un aspect qui me paraît assez évident et qui va nécessiter une réflexion globale. Mais il y a bien d'autres aspects. On n'a pas évoqué le chiffrement, par exemple, mais il y a dans le RGPD des incitations claires à utiliser des technologies de chiffrement de certaines données, qui peut être au sein de l'application elle-même ou dans les backends, ou voir dans des considérations multisites, quand on a plusieurs data centers, le chiffrement de ces tunnels-là ou de ces liens-là peut être nécessaire. Il y a d'autres considérations dans l'RGPD qui concernent le masquage des données, l'obfuscation. Et donc, je pense que les réactions vont devoir, dans l'année qui vient, peut-être au-delà, parce que la conformité ne va pas se faire en un jour. Et on a des raisons de penser que les autorités ne vont pas non plus tomber sur les entreprises comme la peste sur le bac clergé dès le mois de mai l'année prochaine. Néanmoins, il faut entamer cette réflexion et peut-être justement s'appuyer sur les outils qui peuvent être centralisés. Cette infrastructure dont nous avons dessiné un peu le profil tout à l'heure avec des shared services qui sont capables d'apporter ce service partagé à différentes applications, bah, peut-être nous, on est en train de réfléchir chez Daniel comment mettre en place ou ajouter dans nos pare-feux des composants qui permettront justement de faciliter le travail autour du consentement ou autour d'autres sujets qui sont liés à l'obfuscation des données. Oui, j'allais dire peut-être en conclusion de cette session que ce train réglementaire qui arrive, puisqu'on parle du RGPD, mais on pourrait aussi parler de la loi de programmation militaire si on est un organisme d'importance vitale ou un sous-traitant d'un organisme d'importance vitale ou NIS, on va comme ça d'ici l'année prochaine 4-5 grosses régulations qui vont vraiment impacter vos SI et la nécessité finalement c'est aussi une opportunité en fait de revoir le SI à la logique de ces implémentations-là. Je pense notamment d'augmenter l'autoréactivité du SI face aux situations. On parlait du RGPD, typiquement, la capacité pour quelqu'un un système de comprendre si la personne a moins de 13 ans ou plus de 13 ans pour délivrer ou moins. Ça, c'est pas quelque chose qui va monter à travers une escalation. C'est quelque chose qui va devoir être pris en compte dans une estimation dynamique gérée par l'application elle-même. Et aussi la détection des infractions ou des incidents qui impactent la privacy. Ça, je pense que c'est un aspect sur lequel la plupart des organisations sont démunies aujourd'hui parce qu'on n'a pas forcément, tout le monde n'a pas forcément un SOC qui soit capable de remonter, d'analyser toutes ces données et de les identifier en temps réel, ou en quasi temps réel. Donc le challenge là aussi va être énorme de pouvoir détecter les incidents et notifier les autorités, voire notifier les utilisateurs dans certains cas. Ça, c'est un sacré défi. Il faudra surmonter. D'accord. Donc, un autre sujet pour un autre webinaire passionnant. Puisqu'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va pouvoir inclure
pour le débat aujourd'hui. Merci de votre présence. Le webinaire sera disponible en enregistrement dans les jours qui viennent, ainsi que le livre blanc dont j'ai parlé sera disponible en anglais et en français d'ici demain ou après-demain. Donc on se permettra de vous envoyer un email de notification à ce propos. Merci beaucoup, merci Stéphane. Merci Laurent, puis, merci à vous. À un prochain webinaire ensemble. Bonne journée. Merci.